Sur quelle étrange planète vivons-nous? On l'appelle Terre, alors que les mers et les océans couvrent 71% de sa superficie. Berceau de la vie, poumon de la planète, réserve de biodiversité, la mer abrite les plus grosses créatures que la Terre n'ait jamais portées. Les baleines. Les baleines représentent quelque chose d'extraordinaire et c'est des animaux vraiment remarquables par leur beauté, par leur agilité dans l'eau et impressionnantes bien sûr par leur taille et leur poids. Et c'est vrai que c'est des animaux qui sont extraordinaires à regarder. Nous sommes partis à la recherche des cétacés de Méditerranée. Équipe de passionnés et de scientifiques réunis par l'association Live Together, notre but était de mieux faire connaître les rorquals, cachalots ou dauphins fréquentant notre mer. Car aujourd'hui, ils ont besoin de nous. Les nuisances que les activités humaines leur font subir menacent leur survie même. Baleines et dauphins vivent dans un univers acoustique. Communication, recherche de nourriture, tout passe par les sons. Les sons sont la surface de l'âme des cétacés. Afin de repérer leur présence, comprendre leur mode de communication, les bioacousticiens de l'équipe sont à l'écoute avec des micros directionnels conçus pour capter et analyser leurs signaux. Pour l'instant, au niveau sonar, on n'a plus rien. Hein. Et on a du dauphin dans le coin qu'on entend. J'ai l'impression qu'on s'est assez éloigné maintenant. On est au milieu de 1200, 1500 mètres de fond et hop, on se retrouve à 800 mètres, donc quelque chose comme 700, 800 mètres d'altitude par rapport au socle. Et puis aux abords de la Corse, on retrouve des hauts fonds encore, de plus en plus, jusqu'au Grand Canyon qui sont caractéristiques des grandes chasses également de cachalots. Ça fait des heures et des heures qu'on scrute, toute une équipe sur le pont du bateau, à scruter l'horizon, à chercher le moindre signe de vie. Et sur une journée comme aujourd'hui qui apparaît idéale, on s'aperçoit qu'on voit quelques dauphins, deux tortues, c'est-à-dire par rapport au potentiel et à la vie qu'il y a en Méditerranée, rien. Mais ça peut aussi changer d'une minute à l'autre. C'est ce qu'on espère d'ailleurs, c'est de voir jaillir un souffle et de voir l'animal se présenter. Là, on a des super conditions. Allez, on y va, vraiment. Allez. Droite de la bouée jaune. Cachalot! 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 Sérieusement? Cachalot à mort! Bon, bah, on se met tous en note alors.
Ouais. Ah ouais, c'est une société Sur d'ingénieurs 360, serveurs. vous sortez les lunettes Ça, par on met exemple. le casque. On met l'antenne. Là, on a pas encore Putain, c'est con qu'on puisse pas mettre sur une enceinte là. Mais si on peut. Là, il y en a une petite. Moi, j'en ai une, mais c'est une si, on Bluetooth, peut. elle marchera pas. Moi, j'ai une enceinte aussi. Ah ouais, on dirait du morse. C'est ça. Tac, 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 tac. Et si Long coup, t'entends, long coup. il y en a plusieurs, parce qu'il y a plusieurs tranches. Donc il va remonter à la surface. Ils vont remonter. Dès qu'on les Bon entend alors plus, il faut tailler là. Allez, il faut noter l'heure, tout ça, les nombres de minutes qui s'écoulent. Ouais, ça serait bien d'avoir une feuille avec un Bah c'est machin. un tac, cahier de tac, bord. tac, j'ai le bouquin. On peut différencier les différents types de sons avec d'un côté les clics et d'un autre côté les sifflements et les vocalises. Donc les clics ils sont émis en général pour faire de l'écolocalisation, donc ils sont émis par les cachalots principalement et également par tous les autres cétacés. Donc ça c'est principalement pour chasser, sauf pour le cachalot, il émet aussi des clics pour communiquer. Et on a également donc, les sifflements et les vocalises qui sont émises à la fois par les dauphins et les vocalisations par les globicéphales. Donc ça c'est exclusivement des sons pour communiquer, pour socialiser, pour échanger entre individus au sein d'un groupe. Les clics qu'émettent les cachalots lorsqu'ils chassent dans les profondeurs pour localiser leur proie grâce à l'écho de ce clic. Et hop, mon clic part, paf, il rebondit sur ce piquet, tac, je reçois l'écho de mon clic et je sais qu'il y a un piquet là. Et c'est pareil avec les calmars que les cachalots chassent. Et donc il envoie régulièrement des clics. Et puis, si tout d'un coup il entend un écho, il va accélérer ses clics jusqu'à ce qu'il trouve sa proie, puis après, il l'aspire. Et Pinot, tu... Je vois bien. Sympathique de savoir une bestiole comme ça, à plusieurs kilomètres, et on l'entend se repérer avec ses échos et chercher à manger. Les cachalots, les globicéphales émettent des sons brefs, appelés clics. Le retour en écho de ces sons leur permet de localiser proie ou obstacle. Grâce à ces clics, d'écolocalisation, ils peuvent aussi nous scanner, comprendre quel est notre état émotionnel. Un plongeur qui se retrouve face à un cétacé sentira des vibrations traverser tout son corps. Des successions régulières de clics, appelées codas, leur permettent de communiquer entre eux. Les bruits, liés aux activités humaines, désorientent la vie sous-marine. Ils constituent un danger pour les baleines, qui voient leurs repères acoustiques perturbés. La communication entre individus plus difficile. Nous, les hommes, sommes les premiers à nous plaindre des bruits qui nous harcèlent à longueur de journée. Mais nous avons la possibilité de fuir ce monde sonore en allant nous ressourcer dans la nature. Les baleines ne peuvent que subir le bruit que nous leur infligeons. Notre univers, il est visuel. Nos souvenirs sont visuels. On est des animaux qui vivons par la vue. Dans l'eau, la vue ne sert à rien. C'est un monde acoustique. Donc quand vous faites du bruit en permanence dans un monde où le bruit se propage plus vite, plus loin, avec des animaux dont c'est le sens principal, c'est comme si nous, on était en permanence soumis à des flashs. Faire du bruit dans l'eau, ça revient à ça. C'est-à-dire qu'on va masquer toutes leurs activités. Le bruit anthropophonique est très important, particulièrement au bord des côtes, mais aussi au large. Et ça, c'est du bruit qui est constant, qui est journalier, tous les matins, tous les soirs. Énormément de bruit de la part des ferries, de la part des tankers, de la part des plaisanciers.
Et donc la Méditerranée est assez petite mais très très fréquentée. Et donc ça peut être clairement une source de harcèlement presque pour les cétacés qui évoluent. Aujourd'hui, nous sommes capables de réduire le bruit du trafic maritime, de nos activités, avec des nouvelles technologies et de nouvelles pratiques. Les solutions sont là. Réduire la vitesse des navires, c'est diminuer le bruit. Fabriquer des hélices plus performantes et moins bruyantes. Pour les travaux sous-marins, il existe des systèmes de masquage sous forme de rideaux de bulles qui bloquent la propagation du son. La mer Méditerranée est l'une des principales routes maritimes de la planète. Le trafic maritime double tous les 15-20 ans. Ce n'est pas sans conséquence. Hélas. On estime qu'il y aurait plus de 3000 situations de collision par an entre un rorqual et un navire. Ces collisions sont la première cause de mortalité non naturelle chez les grands cétacés. Chaque année, 8 à 40 rorquals meurent ainsi, tragiquement. Il est 22h, clair de lune. On est de quart, il y avait 2 officiers de quart. Donc j'étais de quart avec un lieutenant. Et j'aperçois un souffle à 50 mètres devant. Donc le temps de mettre la main sur le joystick, de faire tout à gauche, tout à droite. Boum! Et c'est cet événement-là qui m'a fait prendre conscience vraiment du danger des collisions avec les gros mammifères marins. On a mis en place le système REP7 pour repérage des cétacés, REP7. Qui est un système collaboratif qui permet aux navires de s'informer entre eux des positions de baleines pour éviter les collisions. C'est un peu l'équivalent bon, c'est un peu tombant des études, mais passé un moment, il y avait les coyotes dans les voitures pour se signaler les positions de radar. Bon, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est légal et c'est pour protéger les baleines. Cœur à bord. Le cœur à bord. Ouais, tu peux prendre d'abord en manu. Ok, tu as réussi à définir le type de cétacé. J'ai eu un souffle vertical. Souffle vertical, rorqual. Ok, bah écoute, finis la manœuvre et tu iras le déclarer dans le REP7. Là, je vais reporter le cétacé que j'ai vu. 2 choses. Déjà son gisement, dans quelle direction on l'a vu, et puis dans quelle distance à peu près on a repéré le cétacé.
Il n'y a pas d'uniformisation encore sur ce type de logiciel. Maintenant, ce n'est pas le lot d'autres pavillons, les pavillons italiens qui sont aussi proches du sanctuaire Pélagos et qui ont beaucoup de navires qui sont sur zone, n'utilisent pas ce logiciel, en ont d'autres, mais n'utilisent pas celui-là. Donc forcément, au niveau diffusion de l'information, elle est moins globale que d'autres outils pour ce type d'objectifs. Les collisions représentent une menace importante pour les grands cétacés. La nuit, un rorqual passe environ 85% de son temps entre 0 et 10 mètres de profondeur. Sous les effets de la turbulence, on estime que le risque de collision existe jusqu'à 15 mètres. Dans cette zone de vulnérabilité, le système REPSET est inopérant. Aujourd'hui, grâce à ça, c'est devenu un vrai sujet qui est passé un moment, était dans la sphère scientifique, mais aujourd'hui est vraiment connu et partagé par tous. Mais il y a encore des efforts à faire pour à la fois améliorer le réseau du système et également son efficacité, notamment en intégrant des systèmes de détection nocturne automatisés qui vont permettre aussi justement d'automatiser les détections. S'il n'y a pas beaucoup de surveillance, eh bien, il va y avoir très peu de modifications du comportement. S'il n'y a pas de limitation de transport ou s'il n'y a pas certains couloirs de transport qui sont particulièrement identifiés, eh bien, effectivement, il va peut-être y avoir moins d'impact positif vers les espèces. Donc tout ça dépend vraiment, d'une part, des objectifs qui sont fixés, mais des moyens qui sont mis pour respecter ces objectifs. La vitesse moyenne pour un cargo, c'est 13 nœuds et demi, à peu près. Et ça a tendance à baisser au cours des dernières années. Donc si on passe à 10 nœuds, ça ne change pas le modèle économique. C'est possible. C'est des économies de carburant, c'est moins de bruit, on mettra un peu plus de temps sur les trajets, mais ça ne remet pas en cause le modèle et c'est une adaptation qui est possible pour ce secteur économique. La charge de l'esquive, elle revient aux humains, à nous qui sommes arrivés après. On a les moyens technologiques de le faire et c'est aux bateaux d'éviter les grands cétacés et pas aux grands cétacés d'éviter les navires. Il y a une rencontre particulière qui est celle de Fluker, d'abord qui avait cette particularité d'être amputé d'une demi-caudale, probablement un accident qui peut être une collision avec une hélice, qui peut être aussi un engin de pêche. Souvent, les cétacés attrapent un filin, par exemple, qui va se bloquer sur l'aileron dorsal. Et comme c'est des animaux qui ne font qu'avancer, la marche arrière est inconnue chez les cétacés. En fait, il reste bloqué avec le courant et progressivement, il va attaquer. S'il est long, en plus, il y a tout le poids du filet, etc. Et ça peut finir par découper complètement un aileron dorsal ou une caudale. Donc 1 an après l'accident, extrêmement affaibli, totalement efflanqué. Ça veut dire que pendant 1 an, il a vécu sur ses réserves, en se propulsant avec des mouvements de pectoral. Et donc, il est arrivé en France au moment où, justement, on était à bord du Blue Panda en mission et on a pu s'approcher, faire des photos et des images. Et c'était poignant, franchement. Amputé de sa nageoire caudale, Fluker a survécu de longs mois. Imaginez la souffrance de ce géant des mers qui ne pouvait plus se nourrir, ni se diriger comme il le voulait. Il est l'exemple le plus marquant des cétacés mutilés, par la rencontre avec un navire, une hélice ou un filet de pêche. Combien sont-ils, rorqual, cachalot ou dauphins, à avoir subi des blessures graves ou mortelles comme Fluker? Je pense qu'il faut faire d'autres études et d'autres recherches sur des meilleurs moyens de prévenir ces collisions, sur des balises acoustiques qui peuvent non seulement prévenir les animaux eux-mêmes, mais aussi prévenir les navigateurs qu'il y a une concentration de cétacés dans cet endroit. C'est tout un ensemble de mesures qu'il faudra prendre très vite si l'on veut mieux protéger toutes ces espèces emblématiques. On navigue dans la zone
ouest, nord Corse, parce que sur le sud Toulon, actuellement, il y a des manœuvres militaires, des essais. Et ces essais prennent soin, ont la précaution d'effaroucher les animaux avant les manœuvres. Et donc ces effarouchements sont en cours et les animaux se déplacent donc soit grand sud, soit vers l'ouest, mais l'ouest est vite fermé par le golfe de Lion, donc il y a peu de place pour eux, pour les grands sondeurs qui nous intéressent. Donc voilà, on est dans cette ambiguïté à chercher des animaux sur des zones très loin de notre port d'attache, avec la météo qui est bonne maintenant, mais qui se dégradera dans quelques 12-24 heures. La recherche de sites favorables avec des remontées de courant et des zones sans effet de ces effarouchements. Donc rien n'est gagné là. La Méditerranée n'est pas une mer facile. Pour repérer et observer les cétacés, il faut des conditions optimales, qui n'ont pas toujours été au rendez-vous pour notre équipe de tournage. La pollution au plastique constitue un des problèmes majeurs de la planète. Savez-vous que ce que vous jetez à terre finira par arriver un jour ou l'autre à la mer? Ainsi, toutes les mers et tous les océans sont impactés par cette pollution. Il y a ce que vous voyez, les macroplastiques. Et puis, il y a cette pollution invisible, sournoise, des nanoparticules issues de leur décomposition. Nanoparticules qui sont présentes dans toutes les mers du globe. Les cétacés, situés en haut de la chaîne alimentaire, sont particulièrement touchés. Les nanopolluants s'accumulent dans leurs tissus graisseux et peuvent être la cause d'affaiblissement physique ou de dysfonctionnement du système reproducteur. Et ne sommes-nous pas, nous aussi, en haut de la chaîne alimentaire ? La pollution, c'est ce que l'homme fabrique et que la nature ne sait pas défaire. Et ben, quand vous commencez comme ça, vous comprenez plus vite. C'est probablement une des plus grandes hontes de l'humanité. On a été capable, en à peine 50 ans, comme je le disais, même pas l'histoire d'un homme, à mettre des plastiques partout. Et on en a trouvé dans nos baleines, qui vivent pourtant au large, loin de nos activités, qui se nourrissent de petites crevettes qu'elles vont pêcher dans les profondeurs. Et bien pourtant, ces animaux sont contaminés par ces polluants. Pour les spécialistes, effectivement, les cachalots sont capables de gratter les fonds. Et lorsqu'ils sont dans des zones qui sont très affectées, avec des zones d'accumulation très importantes de plastique, eh bien malheureusement, parce que le plastique n'est pas seul, il est mélangé avec tout un ensemble de matières organiques, si j'ose dire, des résidus d'algues, des choses comme ça. Et donc ce mélange, en fait, est probablement appétissant pour eux, si j'ose dire, quoi. Et donc ils ont tendance à les ingérer. Et c'est la raison pour laquelle on a de temps en temps des échouages massifs, des échouages avec des quantités massives de plastique dans l'estomac. Ça peut dépasser plusieurs dizaines de kilos, simplement parce qu'ils ont raclé comme ça des zones dans lesquelles il y avait énormément de plastique. Le plastique aujourd'hui dans l'océan, c'est comme le sucre dans le café. Si vous venez de le mettre, vous pouvez encore le voir, mais s'il y est depuis un petit moment, il est dans le café, mais vous ne pouvez plus l'enlever. En revanche, ce que vous pouvez faire pour éviter que le sucre revienne dans le café, c'est peut-être d'expliquer aux gens quelles sont les conséquences. Aujourd'hui, ces nanoparticules, on ne sait même pas encore quel est leur impact sur la physiologie animale et donc humaine, puisque nous sommes dans cette chaîne. Et on retrouve, j'imagine, aujourd'hui dans notre physiologie des microparticules de plastique. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes contaminés. C'est ça le message, c'est pas simplement les baleines sont contaminées, c'est que l'ensemble des animaux sont contaminés et l'être humain au premier chef. Et lorsqu'on arrivera à donner de la valeur à un plastique en fin de vie, à ce moment-là, on avancera beaucoup plus dans la gestion du problème. C'est typiquement les enjeux de la chimie actuelle, quoi. Et peut-être que dans quelques années, on aura des produits qui sont recyclables. Et là, n'importe quel plastique qui sera en mer sur le bord aura une valeur. Et là, je vous garantis qu'il y en aura beaucoup moins.
On peut agir à tous les niveaux pour lutter contre la pollution plastique. Ainsi, en Corse, l'association Mare Vivo a compris l'ampleur du problème lié aux microplastiques, ces minuscules déchets que peuvent facilement ingérer poissons ou mammifères marins. Des jeunes se sont mobilisés et ont rejoint Pierre-Ange Giudicelli, cofondateur de l'association. Ils œuvrent à nettoyer les littoraux, à alerter les populations. Attends, on va enlever la couche. Alors, dans le macro, on n'a rien. Dans le méso, il y en a quelques-uns, j'ai l'impression. On va mettre de côté. Là, on en voit déjà quelques-uns, si vous regardez. Et après, on va pouvoir... bon, ben nickel, ça va être facile, en fait. Malheureusement, quand on voit la classe politique aujourd'hui, je le disais, mais on peut le voir au niveau mondial, la Russie, Poutine, c'est pas un environnementaliste. Les États-Unis, Trump ne l'était pas, Biden l'est un petit peu plus peut-être. Je continue avec les grands pays. Le Brésil, c'est une catastrophe. La Chine, c'est terrible. L'Inde, c'est franchement pas bien. On est mal, quoi. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sont plus ou moins exemplaires sur le plan environnemental. Le soir venu, après des journées d'observation, de prise de vue et de travail intensif, les membres de l'équipe échangent leurs impressions et prennent le temps de se détendre. Pendant que les globicéphales tournent autour du catamaran et se préparent à une longue nuit de chasse, les scientifiques, eux, en profitent pour collecter et analyser leurs données. Une autre menace pèse sur les cétacés, les captures accidentelles liées à la pêche. Les dauphins en sont les principales victimes. En s'approchant des bateaux pour se nourrir directement dans les filets, ils peuvent se retrouver prisonniers. Incapables de se libérer, ils vont mourir, asphyxiés. Savez-vous que la France détient le triste record du pays d'Europe où l'on tue le plus de dauphins à cause de la pêche ? Le dauphin, pour un fileyeur, c'est un problème. Le dauphin va venir s'alimenter sur les filets de pêche des petits pêcheurs voilà, qui pêchent à proximité des côtes. Et là, c'est un réel problème, puisqu'en s'alimentant, il va faire un trou pour choper le rouget ou le poisson qui voudrait sortir du filet. Et donc le pêcheur, quand il relève son filet le matin, ben, s'il y a un banc de dauphins qui est passé dedans, ben, il y a des trous de partout. Et donc, ça lui a gâché sa journée de pêche. Il y a beaucoup de méthodes qui existent. Il y a beaucoup de recherches, par exemple, qui sont faites notamment au niveau de notre laboratoire pour trouver des méthodes pour que les pêcheurs ne capturent plus ces espèces. Elles sont capturées de manière complètement accidentelle. Elles ne sont pas voulues par les pêcheurs. C'est un problème pour eux. Et donc, effectivement, les chercheurs développent des outils pour essayer justement à ce que les cétacés puissent détecter à distance plus facilement la présence de filets, par exemple. On pourrait trouver, en collaboration avec les scientifiques, un code sonore qui pourrait répulser carrément les cétacés, qu'on pourrait mettre au début ou à la fin de notre filet de pêche. Et peut-être que le cétacé, quand il veut s'approcher pour capturer une prise dans le filet de pêche, pourrait entendre ce son, ce code sonore, et pourrait repartir. Les pingers, c'est un dispositif qui fait du bruit. En fait, ce sont des petites balises
qu'on met sur les filets, sur les casiers, et qui font du bruit. Alors, suivant la fréquence et l'intensité, soit ils ont vocation à repousser les animaux en faisant du bruit, comme le fait une sirène anti-vol, soit ils sont simplement là pour dire « attention, il y a un filet, méfiez-vous ». C'est assez facile à installer et ça permet de ne rien changer dans les pratiques de pêche. Malheureusement, ça ne marche pas. Voilà. Ça marche pour les marsouins dans certains cas, mais globalement, le pinger ne permet pas de repousser les animaux et n'est pas non plus efficace dans la localisation des engins de pêche. Imaginez-vous dans une forêt avec des loups et des ours et vous mettez au pied d'un arbre un pot de miel et un petit agneau tout jeune. Et puis vous mettez un pinger sur l'arbre. Donc le loup et l'ours, ils vont faire quoi? Le premier jour, ils vont entendre le pinger, ils vont se tenir à distance, ils vont dire c'est bizarre ce truc. Le deuxième jour, ils vont se rapprocher et puis ils vont dire bon, il y a toujours le pinger, mais il y a quand même l'agneau et le pot de miel, c'est intéressant. Puis le troisième jour, ils vont s'approcher un peu plus, ils vont dire bah, finalement ce pinger, il fait que du bruit. Et le quatrième jour, ils vont manger l'agneau, ils vont prendre le pot de miel. Les dauphins, c'est pareil. Les dauphins, vous faites du bruit, ils vont faire exactement la même chose. Donc ça ne les repousse pas. La recherche, c'est de pouvoir envoyer à distance l'image du filet. Un dauphin, lorsqu'il va faire de l'écholocation, d'accord, donc il va utiliser le son pour en fait obtenir une certaine image d'un objet. Alors c'est une image sonore, ça veut dire qu'ils utilisent leur écholocation pour voir, entre guillemets, un objet à distance. Et donc en fait l'idée, c'est effectivement de renvoyer l'image que les dauphins auraient lorsqu'ils font de l'écholocation sur un filet, de manière à ce que ces animaux puissent recevoir cette image assez loin et de manière à ce qu'ils aient conscience de la présence de filets. La vie en Méditerranée est riche, belle et foisonnante. La respecter, la protéger est de notre devoir, de votre devoir. Quand prendrons-nous conscience, à tous les niveaux, qu'il y a urgence pour espérer vivre en harmonie avec les éléments, avec ces créatures fabuleuses que sont les grands cétacés, il faut agir, vite. Des voix s'élèvent, de plus en plus nombreuses. Écoutons-les. Je reste résolument optimiste. Il y a déjà eu beaucoup de progrès de fait en peu d'années, finalement, d'abord sur une meilleure connaissance des enjeux, mais aussi sur une augmentation des aires marines protégées en Méditerranée.
où grâce au Medfund et grâce à différents mécanismes de financement de ces aires marines protégées, on arrive à en augmenter le nombre. C'est encore très nettement insuffisant, mais je suis assez optimiste pour l'avenir. Pour protéger la biodiversité marine, il faut la protéger avec différentes mesures qui peuvent être complémentaires. Les aires marines protégées, ça en est une, mais ce n'est pas suffisant en général, suivant les espèces. Il y a des espèces où ça va être suffisant parce que vous allez recouvrir leur aire de répartition, mais pour d'autres, ce n'est pas suffisant. Donc en gros, il ne faut pas oublier ce qui se passe en dehors des aires marines protégées. C'est également extrêmement important pour beaucoup d'espèces. La Méditerranée française et monégasque ont quand même un très bon retour d'expérience. Je crois que ça fait 30 ans qu'il y a des démarches exemplaires. C'est une mer que tout le monde connaît, qu'on a banalisée parce que c'est un petit peu un lieu de villégiature et on pense à tort qu'il n'y a pas de vie sauvage, qu'il n'y a pas de grands animaux au large, alors que c'est tout le contraire. Il y a des rorquals communs, c'est le deuxième animal le plus grand de la planète. Il y a des cachalots, il y a des dauphins, il y a aussi des requins. Donc c'est un milieu à la fois très sauvage, très beau, mais qu'il faut protéger, qui est très fragile. Si on prend la côte française méditerranéenne, quasiment 60% de cette côte est considérée en AMP. Alors c'est une succession de différentes zones qui sont protégées. 60%, ça paraît énorme, mais dans les faits, quand on va regarder un peu ce qui est vraiment fait, il y a très peu de ces aires marines protégées qui vont vraiment protéger, parce qu'il y en a très peu qui vont vraiment limiter certaines activités qui peuvent nuire à la biodiversité marine. La mer, les cétacés, il faut arrêter de les consommer. Enfin, mais comme tout, il faut respecter, regarder avec amour. Et je pense que plus on va regarder les choses avec amour et avec respect, et plus on va avoir envie d'œuvrer. On baigne dans leur regard avec nos écoutes. On perçoit des signaux qui sont très proches de leur sens, de leur réflexion, de leurs émotions. Ces signaux traduisent leurs émotions. Donc j'aime bien dire qu'on rentre dans leur regard à l'écoute de leurs signaux. Il va y avoir des impacts effectivement positifs s'il y a une diminution des activités humaines, mais s'il n'y a aucune modification de ces activités, bien entendu, à part la prise de conscience, eh bien, il faut d'autres mesures pour protéger ces espèces. Les solutions sont simples, elles existent pour la plupart. Il y a des développements technologiques qui vont les aider. On voit qu'avec le solaire, les choses s'améliorent, ça devient plus rentable, plus efficace. L'éolien, c'est pareil. Mais globalement, les solutions, elles existent. Il suffit juste de les mettre en œuvre. Et il faut se dépêcher. Écoutons ces voix, mobilisons-nous et agissons enfin, tous ensemble, pour que nos enfants puissent encore et toujours surprendre le souffle puissant du rorqual. Admirez la sonde du cachalot. S'émerveiller du ballet des globicéphales. Rêver devant l'élégance des risseaux. S'enchanter des facéties des dauphins. L'impact du bruit, de la pollution plastique, des collisions, de la pêche. Voilà tout ce que nous faisons subir aux cétacés. Ils ne reçoivent de nous que des nuisances. Eux
en revanche, nous procure de belles émotions. Il nous donne à réfléchir. Quelle planète voulons-nous pour demain ? Une prise de conscience est indispensable, à tous les niveaux. Ensemble, agissons pour la biodiversité. Construisons une cohabitation harmonieuse avec les baleines, les cachalots, les dauphins.